Bonjour et bienvenue à notre séminaire en sciences humaines et sociales. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir notre invitée, Madame Jębińska-Lewandowska. Tout au début, je voudrais présenter les méthodes d'évaluation à nos étudiants. Donc, merci d'être venus. La note finale sera basée sur la présence et la rédaction d'un essai, ainsi que sur l'activité durant nos séminaires. Donc, la présence au séminaire, une absence est autorisée. Et nous vous invitons à venir sur place. Sinon, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Donc, nous vous invitons aussi à participer activement à nos discussions pendant nos rencontres. Et la rédaction d'un essai, la date limite pour soumettre un essai est le 10 mai 2024. Donc, l'essai doit contenir 6 pages rédigées en français et la structure d'un travail scientifique. Donc, inclure une thèse, des questions de recherche et des références à des théories ou données empiriques. Aussi, contenir une bibliographie scientifique. Et nous évaluerons l'essai par rapport à toutes ces règles. Et l'essai, bien sûr, doit être lié au sujet de nos réunions. Et le travail doit être envoyé à un des coordinateurs, donc à moi ou à Monsieur Laurent Tatarenko, qui maintenant va vous présenter notre invité et dire plus sur notre séminaire. Merci. Merci beaucoup, Kinga. Donc, bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans ce séminaire, la première séance du deuxième semestre. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Karolina Jębińska-Lewandowska, qui est directrice du musée de Varsovie. Aujourd'hui, donc, qui dirige une institution importante que vous connaissez probablement aussi, puisque je suppose que ceux qui sont varsoviens ont déjà eu l'occasion de visiter probablement On va ce vérifier musée. ça. On va vérifier. Vous prendrez des notes. Alors, donc, Madame Jębińska Lewandowska est de formation historienne de l'art. Elle est spécialisée dans le domaine de la photographie, principalement. Enfin, mais évidemment, elle a touché à différents domaines au cours de sa riche carrière. Donc, elle a ainsi travaillé notamment à la Galerie nationale Zachenta, puis ensuite, elle a été conservatrice au département de photographie du Centre Pompidou à Paris. Donc, vous avez eu aussi une partie de votre carrière qui a été menée directement en France pendant plusieurs années, d'où votre connaissance du milieu français, mais aussi votre connaissance de la langue, je suppose, française. Et dans ce cadre-là, elle a évidemment organisé de nombreuses expositions dans au musée Pompidou, consacrées notamment aux artistes polonais, pas seulement, mais aussi aux artistes polonais, ce qui a permis évidemment d'inviter cette culture polonaise dans l'une des principales institutions de l'art contemporain en France, que vous connaissez peut-être aussi, au moins de nom, je suppose. Alors, en 2008, elle a également été la cofondatrice de la fondation Archaeology de la photographie, en polonais Fundacja Archeologia Fotografii, et elle a été la directrice de cette institution de 2008 à 2014. Donc, véritablement, vous avez eu différentes casquettes dans votre carrière, et on va justement faire appel, si vous voulez bien, à votre expérience pour que vous nous parliez un petit peu d'une réflexion à la fois à partir de l'expérience que vous vivez aujourd'hui, mais plus généralement à partir de votre carrière sur les musées municipaux. Donc, puisque vous nous avez proposé de réfléchir justement à la place et à la manière de construire aujourd'hui les musées municipaux, puisque c'est une thématique qui est très en vogue, comme on dit en France aujourd'hui aussi, en tout cas qui suscite un certain nombre de débats. Et évidemment, c'est une question qui se pose aussi à Varsovie. Donc, je vous laisse la parole, si vous voulez bien, Carolina, et donc pour à peu près, voilà, comme je vous disais, pour 45-50 minutes d'échange, de présentation, et ensuite on passera aux questions et à la discussion par rapport au sujet. Donc, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurent. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, j'avais très envie, évidemment, de venir ici aussi parce que pendant que j'étais étudiante à l'Université de Varsovie, j'ai participé au séminaire comme celui-là, au Centre de civilisation française. Donc, ça me rappelle un peu le temps de ma jeunesse.
Mais évidemment, cette invitation pour parler un peu des musées, c'est pour moi une bonne occasion d'essayer de s'arrêter pendant quelques minutes et justement d'avoir une réflexion. Je vous avoue que enfin, en tant que directrice, c'est tellement, enfin, c'est impossible pour moi de préparer une présentation de 45 minutes parce que voilà, ça demande trop de temps pour se poser. Donc, je Je pense, vois à quoi vous faites référence. enfin, mais je pensais notre rendez-vous un peu différemment, si vous me le permettez. Et je voulais commencer par une expérience. Je voulais vous demander d'accepter d'y participer parce que je pense que ça pourrait être très bon point de départ pour cette rencontre, ce séminaire que je voyais un peu comme un peu le partage d'un côté de mes réflexions à moi, mais d'autre part, moi, j'aimerais bien en profiter pour entendre aussi vos réflexions sur le rôle des musées, sur la place de la culture, surtout que si je comprends bien, nous avons ici aussi bien des personnes, enfin des Polonais et des étrangers. Oui, bah, quelques Français qui sont. Et des Français, d'accord. Donc, je pense que la place de la culture en Pologne et en France n'est pas exactement la même. Et ça m'intéresserait aussi d'entendre vos réflexions là-dessus, qui ne doivent absolument pas être basées sur des connaissances scientifiques du sujet. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, c'est aussi votre expérience en tant que spectateur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord on commence par une petite expérience? Il faut juste ne pas avoir peur. Donc, attendez, parce que pour cela, moi, j'ai besoin d'ouvrir 2 documents. Mmh. Ah, c'est- Mmh. Oups, non, Non, il faut allumer, il faut juste ça parce qu'en fait, c'est pas la version ciel, mais voilà. Là, il faut que j'appuie Cogesta. Voilà. Ah, non. Pardon, Mmh. pardon, je fais l'image. Ok, merci. Et ensuite, j'ai aussi besoin de ça. Hop. Ah, ok, C'est bon. d'accord. Et là, il faut appuyer sur la croix, enfin, pour enlever la. Non, enfin, ici, Ici, voilà. d'accord. Et donc Là, là, c'est ça. Et là, on est sur Zoom, c'est ça? D'accord. Donc voilà, là, je vais partager l'écran. c'est ça. Donc, pour le moment, je partage ça. Et après, je vais changer de document. Est-ce que vous voyez, excusez-moi, est-ce que vous voyez tous l'écran, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez nous confirmer que s'il y a un courageux parmi vous, si on peut- Est-ce que vous voyez je pense que oui. ok. Et après, moi aussi, Oui, oui, vous voyez, c'est ça? Ça marche? Oui, oui, oui. Très bien. d'accord. Merci beaucoup. J'aimerais bien aussi demander des personnes qui sont en ligne que si possible, que vous soyez actifs en envoyant des réponses à quelques questions que je voulais vous poser sur le chat. D'accord? S'il vous plaît. Alors, je pense que pour parler des musées et quels musées devraient être demain, comment ils étaient hier, comment ils sont aujourd'hui, ça serait bien d'abord voilà, de faire cette expérience pour se demander, enfin moi ça m'intéresse, combien de fois vous allez au musée. Donc la question que je voulais vous poser et je voulais noter des réponses, il faut juste être sincère, il n'y a pas de si vous n'êtes pas allé, si vous n'avez pas visité une seule fois le musée l'année dernière, c'est aussi une information très importante parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir la discussion. Donc moi je voulais vous poser d'abord la question combien de fois vous avez visité un musée en 2023. Alors, je note des réponses. Allez, madame. D'accord, donc c'est honte à dire, mais j'étais à musée dernière année seulement une fois. Et c'était Une pas fois. un peu. C'était pas en Pologne. Non, pas en Pologne. Ok. Donc, cela veut dire, là, je peux écrire ou pas? Ça marche pas. Ça marche pas.
Vous avez surtout cliqué une deuxième fois, enfin, 2 clics, est-ce que ça marche? Non. Ah, bah, ou je note éventuellement enfin, sur le papier, comme ça, je vais. Attends, parce que je pourrais- Bon. D'accord, donc ça veut dire que fois. vous n'avez pas visité aucun de ces musées. Ah oui. Dernière année. D'accord, ok. Voilà. Et vous, monsieur? C'est dur à dire. On peut donner une fourchette. Non, non, je veux dire, combien de fois Oui. l'année dernière vous avez Oui. visité un musée? Est-ce que Oui, vous oui, étiez dans un justement. musée? Là, en C'est 2023. compliqué à, à savoir. Je dirais combien de musées j'ai visité? Oui, une dizaine de fois. Combien de fois vous Oui, avez oui, visité oui. un musée? Ah, Combien de musées au Et total, en fait, vous oui, avez au visité, total, enfin, d'accord. combien de fois Bah, vous avez été? Peut-être 3 oui, fois oui. dans le même musée, Non, j'en mais- sais rien. Voilà, c'est impossible aussi. L'année dernière. Non, une dizaine de fois. Ok, Une douzaine de musées différents, mais aucun en Pologne. d'accord. Donc, en fait, c'est moi qui dois prendre les notes. Non, mais Pas Voilà. C'est première fois le même musée. Non, 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 non. D'accord. Combien de fois un musée? Donc, Ouais. cela peut être un seul musée, ça peut être des musées différents. Euh, donc ici, ok. Et vous, madame? Environ 5 fois, pas plus de 5 musées. Ok. Est-ce que parmi ces musées, il y avait un musée en Pologne ou pas? Ils étaient tous en Pologne. D'accord. Est-ce que parmi ces musées, il y avait un des musées que vous voyez ici? Donc ça, c'est le musée d'art moderne de Varsovie. Ça, c'est Zachęta à Varsovie. Ce sont que des musées de Varsovie. Ça, c'est le musée national de Varsovie. Lui, je l'ai visité Oui. cette année. Et il y a aussi Pauline. Pauline. Et c'est tout, à Varsovie. Ok, d'accord. Donc le musée de Varsovie, ni Zamek Królewski. Non, d'accord, très bien. Et vous, monsieur? Donc, moi, c'était entre 5 et 10 fois, à peu près. Et il y avait Zamek Królewski, il y avait Pauline, il y avait Muzeum Narodowe. Et c'est à peu près tout, je pense. Et les autres, c'est hors Pologne. D'accord. Mhm. Et vous, monsieur? Premièrement, excusez-moi pour le retard. Et aussi, je crois environ 7-8 fois à Varsovie, le musée national, et aussi Powstanie Warszawskie, Zachęta, et je crois que c'est tout à Varsovie. Mhm. Et vous, madame? Okay, I was in the museum in Poland, the first in No, in general. In general, the last year, in general, in how many museums you were? there was 3, 2 in Poland and 1 in Paris. Yeah. And did you visit one of these museums in Warsaw or not? In Warsaw, yes, Zamek Królewski. Mhm. Et vous, madame? Je pense que je suis allée plus que 20 fois dans le musée. Mhm. À Varsovie, c'était le musée national. Les autres à l'étranger. D'accord. Et vous? Moi, je pense que ça doit être 16 ou 17 musées au total, je pense, mais dans le cadre de mes fonctions aussi, j'ai dû en visiter un. Et à Varsovie, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait le Muzeum Narodowy, Zamek Królewski, Polin et le Muzeum Praga aussi, mais bon, ça, c'est pas dans la liste. Mhm. Ok, très bien. Est-ce que je pourrais avoir quelques réponses de la part des personnes qui sont en ligne ou ça va être compliqué? Non, non, oui, si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît, chacun de vous, à tour de rôle. On va commencer avec Madame Descours, par exemple, si vous voulez bien. Ok, Quelqu'un d'autre, si vous pouvez. Moi, j'ai visité un musée en 2023 2, 3 fois, je pense. C'était à Muzeum Narodowe. C'était une exposition temporaire de Pablo Picasso et aussi à Zamek Królewski. C'était une fois. ok, très bien, merci. Et est-ce qu'il y a encore d'autres personnes devant l'écran qui voudraient nous répondre? Pour moi, c'était environ 10 fois, je crois, mais pas en Pologne, surtout à Londres et à Paris. Ok, très bien. Et d'autres, encore quelqu'un? Pour 3 personnes. Allez-y. J'étais, je pense, environ 10 fois en musée, mais c'était en différentes capitales d'Europe.
Et parmi le musée de Varsovie, j'étais seulement au musée de Varsovie. Ok, très bien, Et merci. j'aimais le beaucoup. Ok, super. Encore quelqu'un? Il manque 2 personnes encore, si vous voulez bien. Madame Rosowitska. Pour moi aussi, c'était environ 10, mais pour moi, ça dépend des voyages, en fait, parce que quand je voyage, je visite les musées et ça dépend de ma destination. Oui, mais l'année dernière, c'était environ 10. Et donc, à Varsovie, pas? Non, Non. à l'étranger. À l'étranger. D'accord. Ok. Et Kayetan? Pour moi, c'était juste un Zachenta. Et c'est tout, je pense. D'accord. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez, donc si on fait les décomptes, je pensais que je pouvais le faire sur l'Excel, mais en fait, ça n'a pas trop marché. Mais donc, je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi ça... Alors, est-ce que là... Attendez, puisque là... Hop. Ok, donc, je reviens à ça, à cette présentation. Donc, en fait, je voulais commencer par ça parce que, bon, d'abord, ça m'intéressait. Est-ce que vous êtes des visiteurs très réguliers des musées? Est-ce que, comme ça nous permettrait d'ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui fait que vous allez dans des musées et qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas dans des musées? Parce que pour les personnes qui travaillent dans des musées, c'est surtout très intéressant d'apprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ne vont pas au musée, ou bien qu'est-ce qu'on, nous, en tant qu'employés des musées, on devrait faire pour que vous veniez dans un musée. Ça m'intéressait aussi, parce que c'est vrai que quand on voyage, souvent on a ce réflexe de visiter des musées à l'étranger. Mais est-ce que dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on profite de l'offre culturelle? Et donc, de ce que nous voyons ici, il y a des personnes qui vont très régulièrement dans un musée, 10 fois par année, c'est beaucoup. Bon, vous avez battu le record. Mais moi, je dirais que 10 fois par année, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde de l'art professionnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a relativement peu de visites dans des musées de la ville où vous habitez, où vous résidez. Il y a plus de personnes qui visitent des musées à l'étranger qu'ici. Parmi les musées de Varsovie, c'est le musée national, Zamek Królewski et Pauline Zachenta qui gagnent. Nous voyons que le musée de Varsovie est pratiquement hors de la liste. Donc, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de partir de ce point-là pour vous parler de différentes façons de penser le musée, mais aussi pour essayer de vous activer. Donc, je voulais aussi suivre ce petit questionnaire par une question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous incite à visiter un musée, mais plutôt dans le sens où qu'est-ce qui vous ferait venir dans un musée que vous n'avez pas visité? Par exemple, pour le musée de Varsovie, il y a juste une personne parmi nous tous et vous pour la dépendance du musée de Varsovie qui avait visité le musée de Varsovie que je dirige. Et c'est ce que nous savons, parce que c'est un musée qui a toujours peu de visibilité. Nous nous posons des questions pourquoi. Et qu'est-ce qui vous ferait venir dans le musée de Varsovie? Qu'est-ce que nous, on devrait faire? Est-ce qu'on ne va pas maintenant faire un tour de table parce que ça va nous prendre trop de temps? Mais si quelqu'un voudrait partager une opinion là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Qu'est-ce qui vous fait visiter un musée? Peut-être justement donner un peu plus de visibilité au musée, donc peut-être faire plus de, on va dire, pas de publicité, mais une sorte de publicité, aussi d'essayer de montrer certaines expositions qui puissent fournir une bonne expérience à des visiteurs potentiels. C'est peut-être plutôt faire plus de visibilité parce que personnellement, je n'ai jamais vraiment entendu parler du musée. Et c'est pas du tout parce que ça ne m'intéressait pas, c'était plutôt parce que je ne savais pas. Et voilà. Donc, pour vous, c'est la question de visibilité d'un musée qui vous fait... Pauline, vous avez entendu parler, Zachenta au Musée national, vous avez entendu parler, donc vous y allez. Moi, je pense que je la rejoins sur le
le critère de la réputation d'un musée. Euh, Par exemple, quand on va à l'étranger, je pense, dans une ville, on va dans un musée pour sa réputation. Euh, on peut y aller pour sa réputation et pour ce qu'il a à éclaircir par rapport à la ville, euh, au taux de popularité en fait du musée. Et donc ça peut jouer aussi avec la communication du musée et, euh, et ouais, le taux de réputation. Je dirais. Mais après, la réputation, Oui, qu'est-ce qui fait la réputation et je pense que d'un quand tu dis la musée? Oui. réputation, ça se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes, en tout cas, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, Elles vont au grand rôle. Et... Mhm. Encore quelqu'un? Moi, j'ai voulu dire que pour visiter un musée pour la deuxième fois ou plus pour moi, je veux que il doit, euh, il faut que il y a une nouvelle exposition intéressante ou euh, quelque chose comme ça, parce que sinon, personnellement, j'ai pas la motivation de aller visiter la deuxième fois pour voir les mêmes expositions. Et aussi, je suis d'accord que la visibilité est très importante parce que, par exemple, moi, je savais pas qu'il existe un musée de l'histoire de la Marie Curie à Varsovie. Et j'habite ici depuis quelques années maintenant. Donc, oui. Mhm. Encore quelqu'un? Moi, je suis allée dans le musée de Varsovie tout au début quand ça a été ouvert, parce que je suis varsovienne, donc c'était la curiosité de voir, parce que je connaissais déjà le musée d'avant de Varsovie. Donc, je suis allée pour découvrir le musée de ma ville natale. Donc, c'est la curiosité qui m'a motivée. D'accord. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous ne visitez pas des expositions temporaires au musée de Varsovie? Parce que je ne suis pas au courant, en fait. D'accord. Ok, donc c'est encore une fois le manque de visibilité. Ok. Encore quelqu'un? Est-ce que et par exemple, comment vous êtes au courant des expositions du musée national? Par les affiches? Oui. Ouais. Mhm. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne indication vu que je suis lycéenne, mais c'est plutôt les professeurs qui vont voir qu'il y a des enfin, qu'il y a des expositions qui puissent nous enrichir dans la matière qu'on étudie. Et enfin, Ils vous conseillent. oui, voilà. Enfin, ils Mhm. nous conseillent ou même juste ils nous font une sortie là-bas. Et Mhm. moi, c'est plutôt comme ça que je découvre ça à travers les professeurs. Ok, donc en fait, si on résume, pour visiter un musée, c'est la réputation, donc, enfin, comment dire, une opinion positive sur le musée, c'est une chose, la visibilité et une bonne programmation. Mais la bonne programmation, s'il n'est pas visible, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est ces trois choses. Donc c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour le divertissement. Et oui, peut-être je n'ai pas posé la question pourquoi vous visitez un musée, mais aussi ce que je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans la mission d'un musée? Donc pour le moment, on ne discute pas qu'est-ce que c'est une mission enfin, d'un musée, mais pour vous, en fait, pourquoi c'est important que les musées existent et qu'est-ce qui semble personnellement, non pour la culture en général, mais pour vous, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est important dans la mission d'un musée? La mission éducative. Mhm. Je vois par exemple les élèves ou les étudiants qui apprennent des choses. Mhm. Je rejoins Madame Kinga dans ça. C'est justement apprendre quelque chose aussi à travers une expérience. C'est de se dire qu'on va en sortir enrichi, mais en ayant été un peu touché, en ayant un peu un élément de choc, mais dans le sens positif, un peu surprise, un peu, oui, enfin dans ce sens que c'est quelque chose qui nous marque, puisque c'est fait d'une telle manière, et voilà. Mhm. Encore quelqu'un? Aussi une sorte de diversité en fait. Aussi,
Mhm. Parce que quand on y va, c'est aussi pour le plaisir, comme vous avez dit, Mhm. pour se divertir aussi. Moi, les musées, c'est comme un moyen pour apprendre l'histoire. Mhm. Quand je voyage, j'ai essayé tout d'abord de me promener beaucoup et aussi ajouter quelques musées pour visiter, pour savoir l'histoire locale, l'histoire mieux. Et donc, pour moi, c'est tout d'abord histoire, mais en même temps, c'est pas comme l'histoire est seulement chose qui était dans la passé, mais aussi comment cette histoire influence le temps contemporain pour montrer comment signification de cette histoire et comment ça influence de notre vie Mhm. maintenant. Mhm. Mais aussi, si dans les musées, pour moi, par exemple, comme dans les musées, c'était seulement des photographes ou seulement l'information, c'était ennuyeux. Donc, s'il y avait ancienne exposition, vraie vieille chose, c'était plus intéressant que seulement information. Et donc, c'était Mhm. artificiel. Donc, c'est seulement information. Je ne voulais Donc, la présence d'un vrai objet historique Oui, c'est vous important. Donc, intéresse. je pense qu'il faut ajouter ces objets historiques parmi les informations. Pour moi, c'est plutôt une expérience un peu plus personnelle. C'est une question de méditation, du calme intérieur qu'on peut aller dans un musée, regarder les différentes choses, les œuvres d'art. Et moi, je retrouve aussi un calme des fois, mais aussi un aspect comme ça, donc, que c'est bien qu'il y ait une place où on peut voir tous les œuvres d'art, tous les objets précieux pour les êtres humains, que c'est une bonne place pour la préservation du passé, des choses précieuses. Super. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter encore quelque chose? Peut-être en ligne aussi, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Et j'ai cette expérience que mes grands-parents habitent à Cracovie et je pense qu'à Cracovie, il y a moins de musées qu'à Varsovie, mais je souvent y allais au musée à Cracovie parce que j'ai beaucoup de temps quand je suis là. Et quand je suis à Varsovie, je pense que j'ai beaucoup de travail, des amis, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est difficile d'aller au musée, je pense. Mais quand je suis à l'étranger, il y a beaucoup de temps pour juste reposer. Et le musée est la chose exacte que je voudrais faire. Donc, je pense que c'est aussi le aspect de priorité, de, de rapide vie dans la place où nous vivons normalement. Mhm. Ok, merci. Très intéressant, merci. Encore quelqu'un parmi les personnes qui sont en ligne? Ok, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces retours. Et donc, maintenant, ce que je voulais vous montrer, comment je fais pour... voilà, je fais comme ça. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose de très officiel, mais qui va... Je voudrais qu'on discute un peu là-dessus. Ça reflète une partie de ce qui vient d'être dit. Alors, à gauche, vous avez une définition, donc, enfin, désolé pour les traductions, mais celle de gauche, c'est le Google, donc si jamais il y a des fautes. Donc, je pense dans le terme juridique, c'est bien la loi des musées, Ustava Musa. Ouais. Donc, c'est la première phrase de la loi des musées qui est le document principal pour le fonctionnement des musées. C'est la base juridique du fonctionnement de chaque musée, peu importe si c'est un musée national, local, municipal, du niveau de voïvodie, peu importe.
c'est la première phrase, et donc dans la loi polonaise, le musée est défini ainsi. Donc le musée est une unité organisationnelle, je ne sais pas si vraiment on dit comme ça, à but non lucratif, dont l'objet est de collecter et de protéger en permanence le patrimoine naturel et culturel de l'humanité, de nature matérielle et immatérielle, de fournir des informations sur les valeurs et le contenu des collections collectées, de diffuser des connaissances de base, valeurs de l'histoire, de la science et de la culture polonaise et mondiale, et développer la sensibilité cognitive et esthétique et permettre l'utilisation des collections collectées. Donc moi, j'aimerais bien qu'avant qu'on passe à la définition qui est à droite, qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette définition-là. Et je voulais la commenter un peu. Donc, quand je vois cette définition, je vois surtout, donc c'est moi qui a mis, qui a souligné quelques mots, parce que je voulais justement qu'on regarde un peu ce qui a une place importante dans cette définition qui définit notre rôle en tant que musée. Donc, collecter et protéger. Oui, c'est sûr, c'est pour ça en général que les musées ont été créés. Le musée, c'est aussi pour fournir l'information. Fournir l'information, c'est vraiment le musée donne, fournit l'information. Diffuser les connaissances, donc c'est pareil, le musée diffuse. C'est toujours ce mouvement depuis le musée qui a la connaissance, le savoir, vers les autres qui n'ont pas ces connaissances présupposées. Voilà, et voilà, la diffusion est... oui. Ensuite, développer la sensibilité cognitive et esthétique. Donc ici, nous avons, c'est pas peut-être très clair, mais nous avons, c'est la mission, la mission de sensibiliser. Il n'est pas dit si c'est par l'éducation ou pas, mais il y a cette question de sensibilisation cognitive, donc il y a un changement qui devrait s'opérer, ce qui est intéressant pour nous. L'autre chose qui est intéressante, c'est que dans cette définition de base du musée, nous avons le patrimoine naturel et culturel. Donc, ce n'est pas seulement la culture, c'est aussi la nature, ce qui est assez intéressant. Et nous avons aussi le patrimoine matériel et immatériel. C'est aussi intéressant parce que jusqu'à récemment, le rôle des musées, c'était, c'est vrai, surtout de collecter et protéger ce qui est matériel. Mais il n'était pas vraiment question de collecter ce qui est immatériel parce que c'est difficile. Et qu'est-ce qui est le patrimoine immatériel? Donc, il y a toute une définition du patrimoine immatériel. Ça peut être, bon, on peut la regarder plus tard, mais ça peut être, par exemple, la pastorale basque, c'est le patrimoine immatériel. Donc, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est pratiqué. C'est une pratique vivante, mais qu'on ne peut pas capter. On ne peut pas la fermer dans un musée. Donc, ça aussi, ça fait l'objet du musée. Donc, ça, c'est ce qui est notre base. Et maintenant, on va parler un tout petit peu des musées municipaux, mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de parler avec vous du changement qui s'opère dans l'univers du musée et de changement de rôle des musées dans la société. Parce que depuis pas très longtemps, il y a un vrai changement s'opère. Et la preuve de ce changement, c'est la nouvelle définition par International Council of Museums, ICOM, qui est l'institution très importante, très appréciée, qui chapeaute tous les musées du monde. Il y a plein de personnes super intelligentes qui vont au congrès de ICOM et qui ont une réflexion sur l'univers des musées. Et ce que nous voyons à gauche, c'est une définition qui était très proche de la précédente définition de musée. Par contre, à droite, nous avons une nouvelle définition qui a été votée il y a 1 an et demi. Et ça, dans le monde des musées, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, pendant assez longtemps, les gens des musées ont débattu comment on devrait changer la définition du musée. Et qu'est-ce que nous voyons ici?
D'abord, il y a bon, le but non lucratif, c'est bien la même chose. Mais on a, à la première place, nous n'avons pas de collecter et protéger. La première place, c'est que c'est une institution au service de la société. Ce n'est pas la diffusion du savoir, c'est le service. Donc, c'est un peu déjà le changement de position. Donc, la recherche, conservation, interprétation. Interprétation et l'exposition du patrimoine. C'est aussi intéressant que c'est l'interprétation parce que cela présuppose que ce n'est pas la seule vérité existante. C'est une interprétation, mais il y a toujours plusieurs interprétations. Donc, il y a déjà donc, ce n'est pas l'information, c'est l'interprétation. On va aussi peut-être parler après de toute une méthode du travail de médiation qui est basée sur la méthode d'interprétation du patrimoine. Bon, ouvert au public, accessible et inclusif. Donc, regardez, on a non seulement que c'est une institution au service de la société, mais en plus, le musée doit être accessible et inclusif. Donc, ce n'est pas que pour des gens qui ont de l'argent, ce n'est pas que pour des personnes qui ont un haut niveau de la culture. Un musée doit penser à comment intégrer, à comment attirer des personnes qui par exemple, n'ont pas du tout de contact avec la culture ou avec le patrimoine. Donc, il y a ce côté d'inclusion. En plus, je n'ai pas souligné, mais vous voyez, il encourage la diversité et la durabilité. Donc, ce sont des notions après dont on va parler après. Participation de diverses communautés. Regardez, dans cette définition à gauche, on n'aurait jamais pensé que, en général, dans une définition traditionnelle du musée, oui, c'est surtout de préserver le patrimoine et de diffuser l'information, ça c'est vrai, mais de garantir la participation de diverses communautés, quel rapport avec le rôle du musée? Donc, ça vous montre comment cela a évolué. Et ici, nous avons aussi l'énumération de différentes expériences que le musée devrait fournir au public. C'est l'éducation, divertissement. Et ici, nous avons aussi le partage des connaissances. Mais il y a aussi cette notion de divertissement, ce qui prend aussi aujourd'hui la place de plus en plus importante dans les musées. Donc, est-ce que, par rapport à ça, est-ce que vous voudriez, je ne sais pas, dire quelque chose? Est-ce que quelque chose vous surprend ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi vous êtes d'accord ou non? Vous voulez commenter là-dessus? Ou on passe à la chose suivante. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le but non lucratif. Oui, effectivement. Parce que j'ai visité l'année dernière beaucoup de musées, par exemple, de la mode, donc Gucci ou Coco Chanel. Donc, c'est les musées qui sont, à mon avis, commerciaux à but lucratif. C'est la question des musées privés, en fait, effectivement. Oui, Est-ce c'est que ça, peut être les une musées entreprise, en fait, privés. finalement. Oui, c'est vrai que cette définition ne prend pas vraiment en compte des musées privés. Mhm. Et il y a une question aussi, si moi je peux réagir, c'est vrai que c'est étonnant par rapport au patrimoine, parce que, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que le musée, non seulement il interprète, là, c'est vrai que la deuxième définition est plus ouverte, puisqu'on parle d'une interprétation, c'est pas simplement collecter et protéger, mais on n'évoque pas aussi cette notion que le musée, finalement, crée le patrimoine, parce que finalement, c'est lui qui définit que cette œuvre d'art, par exemple, est canonique par rapport à une autre qui serait plus mineure, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est ça, en fait, je pense, qui peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que c'est la muséification qui donne en fait une sorte de hiérarchie dans le patrimoine. Enfin, si on donne un exemple très classique, le fait qu'un tableau, par exemple, soit exposé au Louvre, ça lui donne une valeur qui est, enfin, moi, me semble-t-il, qui est différente d'un tableau qui serait exposé, je ne sais pas, dans un musée local, dans une ville de province, par exemple. C'est vrai, mais est-ce que c'est le rôle du musée? Non, c'est pas de l'eau, effectivement, mais il y a aussi Mhm. cette fonction qui intervient, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le musée qui crée le patrimoine, enfin, en tout cas, qui hiérarchise en Valorise, quelque moi, je sorte. dirais Ouais. que hiérarchise et valorise. Parce que Mm. le patrimoine, ça existe ou ça n'existe pas. Mais il y a aussi une définition. Oui, dans le sens Ouais, du patrimoine, ouais, plus à la française. Ouais. d'accord. Mhm. Et je voulais aussi demander, la nouvelle définition annule la première ou Non, comment dire,
l'ordre des choses est tel que ICOM a donné cette nouvelle définition du musée selon ICOM. Maintenant, c'est le rôle et le choix de différents pays, et donc en fait du ministre de la Culture de différents pays, si c'est dans leur loi des musées, ils veulent adopter, non, adapter, enfin, s'ils veulent vraiment se servir de cette nouvelle définition d'ICOM. En Pologne, cela ne s'est pas passé pour le moment. Et je ne sais pas si c'est en discussion. Peut-être dans pas très longtemps, ça va venir voilà, comme sujet de discussion. Mais pour le moment, non. Et ce n'est pas obligatoire parce que chaque pays a sa propre loi des musées. Et aussi, je voulais demander, c'est un peu particulier, j'ai l'impression, puisque par nature, quand on pense à un musée, pour moi, c'est surtout justement diffuser des connaissances. Enfin, en fait, ça me fait plutôt penser à la première définition plutôt qu'à la deuxième. Je trouve ça assez intéressant de voir un changement total de vision un peu de ce qu'est un musée, finalement. Je ne sais pas si c'est un changement total parce qu'il y a des éléments qui restent, parce que bon, nous avons la diffusée des connaissances, ici nous avons le partage des connaissances. Donc, il y a des subtilités, n'est-ce pas? De diffuser, c'est pas la même position que de partager, mais il y a des connaissances. Le patrimoine, évidemment, existe dans les deux. Mais c'est vrai que, enfin, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que pour vous, c'est plus clair, comment dire, vous pensez plutôt à un musée comme ça que comme ça. Mhm. Moi, c'est le terme d'interprétation qui m'a surpris au début pour les musées, parce que je pense surtout aux musées d'histoire où pour moi, les musées ont un devoir de vérité. Après, il y a plusieurs, comme vous avez dit, interprétations possibles, mais pour moi, ça peut ouvrir la voie à des fausses interprétations ou des interprétations, c'est-à-dire des musées qui peuvent ne pas suivre une vision objective de l'histoire. Mais qu'est-ce qui est la vérité dans l'histoire? Oui, après, c'est en se basant sur des sources ou des écrits, mais en fait, c'est ça, c'est l'interprétation. Ça peut être vu si bien que sont néfastes pour moi, pour certains. C'est intéressant ce que vous dites, mais c'est pour moi la question qu'est-ce qui est la vérité dans l'histoire, Ouais. elle est vraiment importante. Est-ce que toute l'histoire n'est pas une interprétation des faits? Ou des sources, en tout cas. Après, moi, ce que je comprends de ce que mon collègue vient de dire, c'est justement que fournir une interprétation, peut-être, pourrait faire croire aux visiteurs du musée que c'est la vérité. Mhm. Dans le sens où ils vont se dire que peut-être cette interprétation, ce n'est pas une interprétation, enfin, il y aura, on va dire, un quiproquo, où au lieu de penser que c'est juste, on va dire, une vision comme une autre de l'histoire, on va se dire, ça, c'est la chose qui s'est passée. On peut dire que le musée sacralise plus que le livre, en quelque sorte. Dans le sens où ça donne l'impression que c'est plus véridique, puisque c'est Oui. plus. Je dirais pas ça. Enfin, je sais pas du tout. Mm. En tout cas, si c'est plus véridique enfin, s'il y a plus de vérité dans un musée que dans un livre. Mais en tout cas, je me dis que des personnes qui viendraient spontanément voir, enfin, qui vont pas forcément leur derrière-pensée, enfin, qui vont juste aller voir et sans vraiment réfléchir beaucoup, peut-être se dire que c'est, je sais pas. On va revenir après à cette notion d'interprétation, parce que je pense que c'est lié à une méthode de présentation du savoir, mais on va en revenir. Mhm. Dans la deuxième définition, on peut voir la participation de diverses communautés. C'est plutôt que des diverses communautés aillent et regardent qu'est-ce qu'il y a dans ce musée, ou c'est plutôt la création de musées par des diverses communautés. Bon, comment dire, c'est vraiment la participation. Je pense que le mot participation est ici le mot clé. Parce que participer, c'est bien sûr venir visiter, mais participer, c'est surtout être actif au sein d'une institution muséale. Et
si nous venons, par exemple, des communautés minoritaires dans une société, qu'est-ce qui nous fait venir dans un musée du pays où on est minoritaire? Différentes choses, mais peut-être l'une des choses qui nous fait venir, c'est si ce musée fait un focus sur notre minorité, ou montre que c'est un musée inclusif. Donc, d'un côté, c'est un musée qui va montrer différentes, je ne sais pas, religions, ou par exemple, enfin, si, par exemple, le musée de Varsovie, je ne suis pas sûre s'il soit vraiment très inclusif, parce que dans notre exposition permanente, la présence de différentes minorités ou de différentes cultures qui vivaient et qui faisaient l'histoire de Varsovie n'est pas très bien exposée. C'est pas très visible. Si c'était plus visible, peut-être différentes communautés viendraient nous venir. Mais dans les diverses communautés, c'est pas seulement culturel, c'est aussi hum, ça peut aussi vouloir dire des subcultures, hein, enfin, ça veut dire vraiment que le public doit être très varié. La question est comment faire? C'est qu'on n'est pas parmi notre public que ce qu'on appelle les consommateurs de l'art institutionnel, donc que des gens super bien éduqués, par exemple. Comment faire? Mhm. Revenons sur la question de l'interprétation. Je suis d'accord que c'est très, très important parce que j'ai eu une expérience. Je suis venu au Rijksmuseum, c'est le musée national à Amsterdam des Pays-Bas. Et il y avait une exposition sur l'art ottoman ou quelque chose comme ça. Et il y avait un petit texte qui a décrit euh, l'Empire ou sa composition, je ne me souviens plus. Et c'était si positif, c'était oui, c'était un empire si divers et le sultan, il a respecté toute cette diversité. Il y avait une liberté de religion, etc. Et ça me surprend beaucoup parce que je viens d'un pays qui était sous cet empire et à l'école, j'étais pas du tout appris la même chose et parce que c'est pas vrai et ces petits textes si superficiels peuvent avoir une impression sur des gens qui connaissent pas cette histoire, une fausse interprétation et oui. Et aussi, je crois que cette nouvelle définition est beaucoup plus proche à ce que UNESCO maintenant, depuis quelques, quelques années ou plus, euh, considère comme un héritage et oui, Patrimoine. patrimoine. Mhm. Exactement. Mhm. Sur cette question d'interprétation, pour moi, c'est très intéressant. Je ne sais pas si je n'ai pas préparé un slide là-dessus, et je ne vais pas la fouiller sur l'Internet, mais il y a une méthode qui a été créée il y a environ 60 ans, 70 ans, de l'interprétation de patrimoine. Et en fait, puisque cette question, par exemple, cet exemple que vous donnez, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que bon, les faits existent, mais tellement par l'histoire, c'est tellement l'interprétation très diverse que comment chercher la vérité, en fait, c'est vraiment une question complexe. Et c'est vrai que enfin, les musées, comme c'est pareil dans les manuels, c'est tout cette notion de la didactique a cette position de transmission du savoir, mais le savoir, il est là. Là, ce qui est en train de se faire, c'est dans certains musées, il y a cette nouvelle tendance de dire que oui, bon, nous savons que par exemple les études postcoloniales nous ont montré que la question d'une histoire où c'est la vérité, c'est assez complexe et en fait que parfois il va falloir complètement renverser l'histoire et la façon de regarder
d'effet ou un bout de temps. Et cette méthode d'interprétation, en fait, elle consiste à donner, par exemple, s'il y a une description d'une œuvre ou d'une salle où on montre quelque chose, c'est une méthode qui essaye de ne pas utiliser des mots valorisants. Donc, on essaye de donner une information assez sec, de la donner dans une certaine séquence pour que l'interprétation se fasse dans la tête du spectateur, de celui qui lit ou du lecteur. Donc, si c'est un texte assez court, donc c'est pas très simple à faire, mais l'idée c'est que voilà, on a les informations et après c'est à nous d'en tirer des conclusions. Et évidemment, là-dessus, nous allons certainement projeter notre propre savoir, notre culture, etc. Donc, ça veut dire qu'en lisant le même texte, on ne va pas forcément le comprendre de la même manière en fonction de ce que nous apportons. Et cette méthode, elle fait aussi que le spectateur a un rôle assez actif. Donc, ce n'est pas quelqu'un juste qui doit, oui, bon, c'est comme ça, mais il doit aussi réfléchir. Et je pense que d'avoir ce mot dans cette définition qui est composée de 2 phrases, qui doit définir en 2 phrases ce qui est un musée, c'est assez intéressant, c'est assez radical. Donc aussi sur cette nouvelle définition des musées d'ICOM, il y avait eu évidemment, ils ont discuté pendant 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, ça durait plusieurs années, pour arriver jusque-là, et certainement, il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et quoi avec cette notion de divertissement? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est un peu lié à enfin, on va dire que c'est une tentative d'adaptation aux générations nouvelles, puisque de nos jours, enfin, les nouvelles générations aiment bien apprendre par la distraction. Elles n'aiment pas trop, enfin, dans le sens où elles n'ont pas, on va dire, une attention très longue. Et du coup, le but, c'est justement de faire apprendre, d'enseigner à l'enfant ou à quelqu'un, mais d'une manière rapide et divertissante. Mhm. Oui, voilà. Musique, oui. Mhm. Ok. Quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Parce que moi, je voulais au slide suivant. Ça vous va? Ok. Alors, je voulais aussi introduire ici quelque chose qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pensais que ça peut être aussi intéressant dans ce sujet du musée. Donc, je suis désolée, je m'éloigne du sujet des musées municipaux. Non. C'est comme ça. En fait, j'ai commencé à lire ça et je trouvais ça tellement passionnant que je pensais que je vais partager ça avec vous. Alors, c'est aussi le travail, bon, cette question de durabilité, de l'écologie, comme nous le savons, ça occupe tout le monde depuis longtemps. Et depuis un certain temps, c'est quelque chose qui se pose aussi comme question pour des musées, surtout pour des musées globaux comme le Centre Pompidou, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, un musée, c'est pas du tout durable, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas éco pour diverses raisons. Par exemple, les réserves dans lesquelles les œuvres sont pas collectées, mais déposées, doit avoir des conditions de climat qui, évidemment, utilisent énormément d'énergie parce que c'est tout un système de ventilation, de climatisation, etc. Les expositions temporaires, c'est vraiment pas durable du tout parce que déjà, on construit pour 5 mois toute une scénographie qu'on détruit ensuite et dans des très grands musées, évidemment, ce sont des volumes énormes. Les transports, pour faire une exposition, les transports internationaux, c'est aussi énorme. Pour les transports, il faut faire des caisses
pas durables du tout, les caisses sont ensuite complètement détruites parce qu'on ne peut pas les réutiliser. Sans parler de tout le papier qui est produit pour... Donc, il y a une exposition temporaire, c'est vraiment problématique et il y a peu de moyens pour changer cela. Les systèmes réutilisables de montage pour des expositions temporaires, c'est bien, mais les scénographes détestent ça parce que ça les limite. Les conservateurs détestent ça parce que ça limite la créativité. Le climat qu'on doit maintenir au sein du musée où il y a le public, c'est aussi extrêmement cher. Mais c'est pas seulement... Donc, cette question de durabilité se pose. Et ici, il y a... mais ça, c'est le début de manière de penser. Mais en fait, le musée durable, c'est une définition qui dépasse largement ce qui est les questions écologiques. Moi, je dirais que c'est un concept qui va répondre à la question comment faire pour qu'un musée soit une institution bonne, calmante, utile pour la société, qui ne détruit pas des gens qui y travaillent. C'est extrêmement large. Donc, c'est un sens. J'ai jamais pensé que la définition de durabilité peut être aussi large que ça. Et donc, il y a une sorte de certificat de durabilité que les musées peuvent appliquer ou peuvent essayer de recevoir ce certificat. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est. Donc, il y a le course fair, donc des éléments essentiels qui sont un peu, je dirais, théoriques, mais il y a la question de la transparence, de l'engagement, qui n'apparaît pas dans la définition du musée, mais l'engagement, c'est intéressant qu'il apparaît au cœur de ce modèle idéal d'un musée. Stratégie, c'est assez, c'est assez généraliste, et implémentation, donc ça veut dire qu'en général, il faut d'abord savoir ce qu'on fait et ensuite savoir le réaliser. Mais ici, nous avons la sphère sociale, donc qu'est-ce qui fait qu'un musée est durable dans la sphère sociale? Et donc ici, vous voyez des choses qui sont super intéressantes. Donc il y a la communauté, ce qui apparaît dans la définition générale. Urban integration, super intéressant. Partnerships, donc le musée, c'est pas une île au sein de quelque chose. Le musée, ça fait partie d'un réseau, ça doit créer des connexions. Integrity, donc quelque chose au niveau des valeurs. Learning, inspiration, donc pas seulement transmission de savoir, mais aussi un vrai changement qui se passe, qui nous pousse à faire autre chose. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette question d'apprendre dans un musée par expérience, c'est très intéressant. Parce qu'il y a aussi il y a une méthode nouvelle que maintenant nous développons dans le musée qui est basée sur l'expérience émotionnelle. Donc, nous savons que nous mémorisons mieux s'il y a une émotion qui accompagne. Donc, nos médiateurs s'entraînent dans une méthode qui fait qu'on active l'émotion par différents petits trucs. Donc, learning inspiration, staff well-being. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement invisible à l'extérieur, mais pour un musée, pour qu'il fonctionne bien et pour qu'il soit durable du point de vue social, le bien-être des employés est crucial. Diversity and inclusion and access. Donc, il y a certaines choses qui apparaissent aussi dans cette nouvelle définition, mais il y a aussi d'autres choses qui sont plus à l'intérieur du musée. Donc, moi, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que comme nous, au musée de Varsovie, nous avons travaillé sur la stratégie sur les 5 ans à venir. Donc, c'était un processus, parce que normalement, moi, je suis directrice depuis 3 ans, et normalement, quand un directeur est choisi lors d'un concours, il doit présenter comment dire, un concept de programmation, enfin, il y a un projet de programmation sur 5 ans.
Donc, moi, évidemment, j'ai présenté un truc comme ça. Et bon, c'était un document assez officiel parce que c'est quand même, quand je signe le contrat, je suis obligée après de réaliser ma conception. Donc, mais je ne voulais pas l'imposer. Après, quand je suis devenue narratrice, je ne voulais pas l'imposer à l'équipe du musée. Et j'ai dit, bon, écoutez, vous savez quelle est ma conception, elle est en ligne, moi je suis obligée de la réaliser, mais je ne voulais pas que cette conception devienne la stratégie du musée sur 5 ans. Je voudrais qu'on fasse un travail de réflexion. Qu'est-ce qui est important pour nous au sein du musée, pour l'équipe, et où nous voudrions que notre musée soit dans 5 ans. Donc, nous avons commencé un processus qui a duré une année entière, qui était mené par quelqu'un de l'extérieur avec les gens de l'équipe du musée. Donc, la direction était pratiquement exclue de ce processus. C'est juste de manière très ponctuelle, nous l'avons accompagné. Et à la fin, nous avons fini avec un document très large sur comment nous voyons notre musée dans 5 ans et comment nous voulons y arriver. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que, en fait, les choses qui étaient en haut de la liste, c'était que des choses qui concernaient le fonctionnement intérieur du musée. Nous voulons être mieux organisés, nous voulons que l'information passe mieux, nous voulons plus de respect parmi les équipes. Nous voulons que nos outils de travail soient mieux, que les procédures soient plus claires et plus simples, que, voilà, que ce well-being soit plus présent. Et ça, c'était ce qui s'est avéré le plus important pour l'équipe. Et une fois ça arrangé, on peut faire le reste. Donc, c'était très intéressant comme expérience, et ce qui fait que je crois assez le rôle de cette sphère sociale. Et la sphère écologique, donc en fait, ce qui nous semble le départ pour quand on parle du musée durable, c'est ça ce qui nous semble, en fait, nous pensons que c'est ce qui est en bleu. Et là, nous avons une définition beaucoup plus complexe. Donc, moi, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais que ça nous donne, ça nous montre que les musées sont aussi des choses auxquelles les musées pensent. Après, l'autre question est jusqu'à quel point ils sont possibles à les adapter, mais que une partie des changements que nous observons dans nos musées, ils vont surtout dépendre, à mon avis, de ce qui est en jaune. C'est ça ce qui maintenant est en train de s'opérer. Est-ce que... Oh non, j'ai perdu mes données, j'ai pas... Est-ce que là-dessus, vous avez des commentaires? Vous avez... Alors, désolée, mais j'ai enregistré sur la clé quelque chose qui... la version ancienne de document. Et c'est pas très important, je vais le dire de mémoire. En fait, moi, je voulais vous montrer... Non. Alors, moi, ce que je voulais vous aussi dire, c'est que cette question de la médiation culturelle et donc de tout ce côté éducation, le rôle social, ça passe en fait par la médiation culturelle. Et c'est de ce que j'observe, c'est quelque chose qui prend de plus en plus place. C'est que vraiment les musées sont pour des gens. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et il y a encore énormément de conservateurs surtout qui le pensent, c'est que le musée, c'est pour eux. Donc, vraiment, il y a même, c'est presque un phénomène psychologique, parce que souvent les conservateurs travaillent toute la vie dans le même endroit et s'occupent du même type de collection. Et très souvent, il y a un phénomène qui fait que le conservateur vraiment pense que ça appartient à lui. Que c'est vraiment, donc en fait, personne ne peut voir ça parce que ça appartient à lui et lui, il sait tout là-dessus et donc il ne va pas le partager. Donc il y a un décloisonnement de cette attitude maintenant qui est une tendance très très forte dans des musées. Et
est-ce que j'ai bien... et l'éducation a le rôle crucial dans ça. Et donc, en fait, les musées deviennent un peu presque des... enfin, pas des écoles, mais vraiment ont un rôle de plus en plus important dans l'éducation. Et même hier, j'ai eu une conversation assez intéressante avec mes deux conservateurs qui travaillent depuis très longtemps dans le musée. Et donc, ils disent, ah, tu sais, maintenant je vais avoir la chef du département de médiation culturelle du musée va devenir ma directrice adjointe. Et c'est une nouvelle. Donc, mes collègues juste apprennent ça et ils me disent, ah oui, mais tu sais, nous ne sommes pas sûrs si ça soit une très bonne idée parce que, en fait, tu sais, elle a vraiment fait de ce département de médiation culturelle quelque chose qui est tellement important et nous ne sommes pas sûrs si c'est vraiment une bonne direction. Donc, en fait, il y a toujours cette ancienne manière de penser en tant que ce qui est le rôle d'un musée, tandis que déjà, c'est Zarenta qui était la première institution à Varsovie qui disait l'éducation en premier. Attendez, je vais juste... je vais juste changer de... Sur voilà, escape, et ici, zoom, hop, hop, hop. Alors ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Je pense une seconde. Voilà. Donc, bon, on va pas peut-être s'arrêter trop sur cette question d'éducation et de médiation culturelle, mais je voulais vous montrer un peu les statistiques. Que ça, c'est le nombre de, je sais pas, est-ce qu'on dit atelier pour des écoles, comment on dit? Oui, on peut. Ouais. Enfin, vous voyez, Lektimuseal, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, à vrai dire, parce que... donc, vous voyez combien des ateliers pour des écoles ont fait en 2023 ces quelques institutions de Varsovie. C'est multiplier ça par 30 personnes par classe et vous voyez le nombre de personnes qui ont passé par le musée avec des activités, des machins. Et cette année, vous savez que le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Et le thème de cette année, c'est les musées pour l'éducation et la recherche. Donc, c'est vraiment le thème, ce qui est, je pense, aussi lié à cette nouvelle définition du musée. Donc, je voulais vous montrer un peu cette direction que les musées prennent, qu'ils veulent être de plus en plus pour des gens. Je voulais aussi, oui, bon, je pense que peut-être moi, je voulais m'arrêter pour le moment là-dessus. Et éventuellement, voilà, on a pas mal discuté, Oui, oui, je pense mais qu'il y aura d'autres questions, c'est sûr. peut-être qu'il y a d'autres choses que vous voudriez aborder. Moi, je voulais vous demander sur les musées virtuels. Qu'en pensez-vous? Le musée virtuel. Comment dire? Moi, je pense que tout ce qui est virtuel, ce sont des outils qui sont très intéressants pour justement la médiation, mais aussi l'accessibilité. Il y a pas mal de choses que nous ne pouvons pas voir autrement. Je ne pense pas que l'un remplace l'autre, mais je pense que c'est un outil super, super intéressant. Après, cela veut dire qu'est-ce qu'on prend en tant que musée virtuel. Donc ça, il y a, je pense, différentes choses que l'on peut nommer comme ça. Par exemple, une partie pour moi du musée virtuel, c'est toutes les plateformes du partage des collections en ligne. Et ça a pris une place très importante et c'était un outil phénoménal. Donc après, mon problème, c'est que, comment dire, moi je les utilise que professionnellement.
Et en général, dans des musées, je vais plutôt professionnellement, donc c'est difficile à dire. Mais nous avons, par exemple, au musée de Varsovie, nous avons une plateforme collectière où nous avons une partie de nos collections en ligne et nous augmentons chaque année le nombre d'objets mis en ligne, mais nous utilisons aussi cette plateforme pour, enfin, nous la nourrissons de différentes choses, de petits textes, d'articles, de différentes choses. Et nous voyons comment l'utilisation par des gens augmente. Et il y a énormément de personnes en dehors de Varsovie qui en profitent. Il y a aussi tout ce courant de MOOC, de Museum Online Open Course. Moi, je pense que c'est très intéressant comme outil. C'est aussi quelque chose qui marche assez bien et qui permet aussi d'être beaucoup plus accessible. Donc, voilà, on ne doit pas venir physiquement dans un musée pour entendre un cours sur l'histoire. Après, si vous me demandez sur des musées virtuels dans le sens d'un musée qui existe que en réalité virtuelle, ça, je suis plus sceptique. À vrai dire, je ne sais pas, parce que je m'intéresse assez à ce sujet en termes purement pratiques, hein, parce que nous, comme notre exposition, elle est très basée sur l'objet, il n'y a pas du tout de nouveaux médias, du tout, ce qui fait qu'elle n'est pas très communicative peut-être pour le public. Nous pensons beaucoup à comment faire parler cette exposition au musée de Varsovie au public. Donc, nous essayons de voir différentes possibilités qui nous donnent la réalité virtuelle. Parce que le musée de Varsovie, j'espère qu'après ce séminaire, vous allez y venir, il a cette particularité que la nouvelle exposition du musée qui a été ouverte il y a 7 ans, je pense, elle ne raconte pas l'histoire de Varsovie dans le sens linéaire. Je ne sais pas si elle raconte vraiment l'histoire de Varsovie. Elle raconte des anecdotes sur l'histoire de Varsovie, mais elle donne quelques informations. Mais après, je ne suis pas sûre si nous sortons avec une vision très claire ce qui était l'histoire de Varsovie. Ce qui quand même est un tout petit peu problématique pour un musée qui est censé te présenter l'histoire de Varsovie. Elle est très esthétique, elle est extrêmement belle, elle est très radicale de point de vue de muséographie. Il y a peu de musées dans le monde qui ont décidé de faire des gestes aussi radicaux. Donc c'est un exemple d'études universitaires fascinant, mais ce n'est pas forcément pour le grand public. Et donc nous avons vu plusieurs projets virtuels pour, par exemple, raconter par des bouts l'histoire de Varsovie en réalité virtuelle. Et en fait, c'est vachement difficile parce que enfin, ça limite énormément l'accès parce qu'il faut avoir toujours le casque. Donc, combien de personnes peuvent l'avoir pendant combien de temps? Il faut souvent avoir des manettes en plus. Quand on est à la maison, la vraie réalité virtuelle aussi, il faut avoir le casque. Donc, enfin, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Donc, on s'intéresse au sujet, mais pour les musées, on n'a pas vraiment de solution encore super efficace. Et pourquoi vous avez posé cette question? Parce que j'avais une expérience d'un musée virtuel, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, je suis allée dans un musée de Jeanne d'Arc pour voir une exposition. En fait, on nous a mis des casques. Il n'y avait que 2 animations. On a participé on a visité, comment dire, l'histoire de Jeanne d'Arc était racontée seulement en virtuel, en fait. On rentrait dans les images pour les animations en 3D. C'est le musée de Rouen, c'est ça? Oui, oui, oui. Et c'était une bonne expérience? Oui, 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 ça nous a beaucoup plu parce que c'était très, très différent, en fait. On se disait que c'était une expérience tellement nouvelle que c'est peut-être aussi l'idée d'un musée futur. Ouais. Moi, je ne pense pas que c'est possible de vraiment de remplacer. Moi, j'ai eu aussi ces expériences je sais pas, regardant la peinture. Enfin, mais en fait, c'est une expérience comme dans un film 3D. Oui, Ça ressemble plus à un film qu'autre chose. Donc, en fait, c'est comme regarder un film différemment.
Et moi, le plus qui m'intéresserait, c'est de lier les deux. Donc, nous, ce que nous voulions faire, mais nous ne trouvons toujours pas l'argent pour ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, nous avons, comme nos pièces sont très minimalistes, nous avons un endroit où nous avons des tiroirs avec des panoramas de Varsovie. Donc, nous voulions dans cette pièce installer la réalité virtuelle et avoir, je ne sais pas, 4 postes de réalité virtuelle. Et quand on met les casques, on verrait un peu Varsovie du XVIIe siècle, je ne sais pas, Krakowskie Przedmieście au XVIIe siècle. Et on regarde ça, mais après, on peut voir les originaux, les aquafortes qui montrent ça. Mais voilà, pour le moment, on n'y est pas arrivé. Après, cette technique qu'est-ce que réalité virtuelle, je pense qu'il y a un moyen aussi beaucoup plus accessible de le faire, c'est avec les téléphones maintenant. J'avais vu un musée, je me souviens plus où c'était, où c'est un peu cette expérience qu'ils proposaient, c'est de voir dans le passé, en fait, une scène du passé, mais juste avec le téléphone, vous pouvez faire en scannant par exemple un QR code, et on retrouve cette simulation en 360 sur le téléphone. En fait, et c'est pas la même expérience que d'avoir un casque, évidemment, mais c'est aussi super immersif pour avoir sur le téléphone, on peut se Ok, valider. donc en fait, que vous scannez le code et ce que vous voyez, c'est En fait, c'est un peu une c'est la animation. même idée qu'avec un casque de réalité virtuelle, mais c'est juste sur le C'est un téléphone. film d'animation en 3D. Exactement. Et puis, on peut même, comme un peu sur Google Maps, où vous pouvez vous déplacer Oui, dans regarde la ça, version ouais. Street View. Mais là, sur le téléphone, avec du coup en fait, c'est une simulation à partir d'archives par exemple, de la ville il y a plusieurs siècles. Mhm. Et Et où vous avez vu ça? alors, je sais plus, c'était un musée à Prague D'accord. qui remodélisait un quartier il y a plusieurs siècles. Je me souviens plus du nom du musée, Mhm. mais après, il basait surtout beaucoup sur ça, en fait, sur cette activité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'objets matériels. Et en fait, il basait surtout sur la vision du passé, donc sur le téléphone. Et c'était vachement intéressant. Et puis ça rejoint aussi à côté divertissant, ludique, Ouais. parce que c'est une expérience avec Mais en général, les différentes applications que les musées font, c'est Oui. tout un univers. Donc, c'est-à-dire que le téléphone était utilisé comme une tablette, en fait, c'est ça? C'est un peu, Oui, c'est un peu le même ouais. principe, oui, c'est un peu comme le musée de Rouen, en fait, parce que au Rouen, c'est des tablettes, vous vous baladez, c'est oui. un peu la même chose. Et c'est encore plus accessible parce que tout le monde a un téléphone et tout le monde a. C'est accessible pour un certain groupe. Oui, oui, après Plus jeune. aujourd'hui, oui, oui, c'est Oui, sûr. mais non, mais c'est sûr, nous, on utilise pas mal les codes QR, plus pour les audioguides. Aussi parce que, voilà, en fait, c'est très cher de faire, c'est parce que c'est le principe des jeux vidéo, en fait. C'est de réalité 3D, même si elle est pour un smartphone, c'est comme le jeu vidéo. Donc, c'est. Ouais, il faut créer les contenus. Mais moi, j'ai vu au Carnavalet, après la réouverture, quelque chose qui est assez simple, mais je pensais que ça pourrait être aussi peut-être une solution pour nous. C'est au Carnavalet, il y a beaucoup d'objets de patrimoine, mais en même temps, certains de ces objets, et ça marche surtout bien pour des objets archéologiques, il y a des petits films d'animation, mais super simples, à la française, noir et blanc, avec un trait super simple, mais qui nous explique à quoi servait ce truc dont on ne comprend pas l'utilisation. Euh, et enfin, les films d'une minute, et c'est très joli, je dirais. Bon. J'aurais peut-être juste une question, bon, bah, c'est un peu générale, mais elle est liée en fait à ce positionnement enfin, et à la thématique avec laquelle on a commencé, c'est-à-dire en partant des visiteurs et pour revenir sur les musées municipaux en réalité, parce que justement sur les remarques qui ont circulé, qui ont été aussi reprises par
par les auditeurs qui sont en ligne, en fait, c'est effectivement, il y a un aspect, il y a une problématique, disons, qui est sortie et qui explique en fait tout le dilemme, je pense, un petit peu des musées municipaux. C'est-à-dire qu'il y a une personne, je crois que c'est Maria, qui a dit que les musées, elle visite plus les musées à Cracovie parce qu'elle est en vacances et que du coup, elle visite parce qu'elle a du temps, tout simplement, et que quand elle est à Varsovie, souvent elle travaille, elle est occupée par d'autres activités, donc c'est plus difficile. Donc, ce qui est vrai, c'est justement ce que vous disiez au niveau de la renommée, je pense, etc. C'est-à-dire que les musées, enfin, qui ont le plus de visiteurs, enfin en tout cas j'ai l'impression c'est ceux qui sont le plus visités par les touristes, entre guillemets, enfin, qui viennent de l'extérieur. Donc de ce point de vue-là, je me demandais comment est-ce que se positionnent les musées municipaux de ce point de vue-là, puisque les musées municipaux, effectivement, ils sont à la fois les relais du patrimoine pour la communauté locale, puisque c'est la ville qui est là, etc. Et puis d'un autre côté, si on se place dans cette optique de visiteurs, enfin tout simplement faire du nombre, entre guillemets, c'est compliqué parce qu'un musée municipal, d'un point de vue des thématiques, évidemment, il perd face à des grands musées nationaux comme le Louvre à Paris, comme le musée national ici à Varsovie, etc. Donc, dans quelle mesure est-ce que, justement, quelles sont les solutions pour développer une stratégie qui soit à la fois dirigée vers le tourisme, enfin, comme tous les musées, parce que c'est un peu la même dynamique, mais aussi pour la communauté locale, peut-être pour connecter ce musée municipal. En fait, justement, quelle est la place du musée municipal, disons, sur la carte muséographique d'une capitale aujourd'hui? Je pense que vraiment, ça dépend de quelle ville on parle, parce que l'histoire de différents musées municipaux est différente dans Oui, différentes bien sûr. villes. Pour Varsovie, comment dire, moi je pense que c'est... bon, déjà, le musée de Varsovie, il contient 8 musées différents. Nous avons par exemple le musée de la pharmacie. Donc, on n'avait probablement jamais visité le musée de pharmacie qui est dans la ville à rue Pivna, qui est ultra petit, mais qui est le plus beau musée de Varsovie que j'ai jamais vu. Il est ultra beau. Nous avons le musée de l'imprimerie qui est en bas d'un immeuble, donc il n'y a pas moyen de le voir. On a 2 musées de quartier, on a 2 lieux de mémoire, on a plusieurs musées. Donc déjà, il y a le dilemme, quoi promouvoir, hein. On a évidemment notre site principal qui occupe tout un côté du square de la vieille ville, mais en fait, on ne comprend pas forcément que c'est un musée parce qu'on a l'impression que ce sont des bâtiments d'habitation. Mais en fait, tout ce côté, c'est le musée. On ne sait pas forcément qu'il est tellement grand. Parce qu'on pense que, par exemple, il n'occupe que 2 de ces maisonnettes. Mais en fait, il occupe 11 maisonnettes et 6 étages. Donc, il y a... et ça, c'est pour voir sur les personnes de Cracovie aussi. Le musée municipal, il est énorme parce qu'il y a énormément d'antennes et on n'est pas forcément conscient parfois qu'en visitant la maison de Wyspiański, on visite le musée de Cracovie. Donc déjà, c'est la difficulté dans la visibilité. Le musée national, il est un. Zachęta, une seule. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, un seul. Pour les musées municipaux, c'est dans la plupart des cas, c'est la multiplicité. En tout cas en Pologne, c'est un réseau. Donc, de point de vue communication, c'est la mort. Deuxièmement, pour ce qui est les statistiques pour le tourisme, je ne connais pas des statistiques d'autres musées. Mais évidemment, par exemple, Wilan ou Łazienki, il va y avoir énormément de touristes, aux Zamek Królewski. Pour le musée national, je pense qu'il y aura beaucoup moins de touristes. C'est plus le public local. Oui. Pour le musée de Varsovie, moi, je dirais que c'est moitié-moitié. Nous sommes dans la vieille ville pour le site principal, donc il y a pas mal de touristes, mais il y a moins de touristes qu'avant la pandémie. Par contre, comme maintenant, nous avons une bonne programmation d'expositions temporaires, nous avons augmenté énormément le public local et en général les chiffres par des expositions temporaires, parce qu'il y a une vraie programmation. Le problème, c'est que comment on en entend parler. Et là, par exemple, pour les musées municipaux, très grand problème par rapport à toutes les institutions nationales, donc Zamek Królewski, Musée national, Zachęta, MSN était national, maintenant c'est le musée aussi municipal. Le grand problème, c'est évidemment le budget, parce qu'une compagnie de promotion d'un musée national, le musée national dépend pour une campagne de promotion, de communication, 1 million zloty, par exemple, ou 700 000 zloty. En général, c'est ce type de chiffre.
Nous pouvons par exposition dépenser 50 000, je ne dis pas 700, mais 50. Donc en fait, il y a pas de, c'est incomparable. Pourquoi? Parce que le ministère finance mieux ces musées, il y en a moins. La structure des musées en Pologne, c'est que environ 90% de musées dans tout le pays, ce sont des musées locaux qui dépendent des budgets des villes et des communes. Que 10%, même je pense un peu moins, dépendent du budget du ministère. Et les revenus des communes et maintenant aussi surtout des grandes villes sont ont beaucoup diminué, ils sont moindres que les revenus du gouvernement. Donc en fait, ça crée des inégalités qui sont incroyables. Enfin, on ne se rend pas compte. Donc ça, c'est une... Voilà. Donc pour les musées municipaux, moi je pense que on doit chercher, on doit chercher notre public, et c'est pour ça que ça m'intéressait, parce que moi je sais que nous manquons de visibilité, mais en fait, enfin, nous essayons plusieurs choses qui marchent relativement peu à mon avis. Et par exemple, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, mais ces informations vont chercher que des personnes qui cliquent souvent sur Instagram ou Facebook les sujets liés au musée. Là, le musée de Varsovie va arriver un jour. Mais si vous n'êtes pas inscrit, machin. Mais oui, nous posons beaucoup cette question. Donc, pour les musées municipaux, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette visibilité, mais ce qui est aussi lié, c'est que nous devons faire des choix. Si nous sommes 8 musées en un, vous savez que le week-end, si je compte tous les événements qu'on fait le week-end pour le public, on en a 40 chaque week-end, parce que ça se multiplie. Les ateliers, les visites guidées pour des familles, pour des personnes âgées. Donc, Oui, ça fait beaucoup de... donc comment dire, je ne sais pas quelle pourrait être l'idée pour des musées municipaux. Oui, ça, parce que je pense qu'il est compliqué, comme vous le dites très bien, c'est qu'il faut trouver son public, et c'est un public à la fois très diversifié, et en même temps, il faut bien cibler quel est le rayon d'action, je pense, en fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qu'on peut pas, enfin, c'est difficile de percer face à quelqu'un qui a une campagne publicitaire beaucoup plus développée, financée, etc. Effectivement. Nous, par exemple, nous avons décidé d'essayer de décloisonner notre bâtiment, qui est un bâtiment historique. Il y a 12 portes et on ne sait pas par lesquelles entrer. Parce que nous ne pouvons pas les marquer. Et en plus, même si on le sait, c'est très difficile de les ouvrir. Donc, nous avons décidé de décloisonner le bâtiment et donc de faire des choses sur le square de la ville. Donc, nous avons mis une énorme table et nous essayons de temps en temps de l'animer. Nous faisons, je ne sais pas, un truc pour le public anniversaire de la ville où nous faisons vraiment des activités devant le musée. Un jour, ça va rapporter. C'est un investissement sur l'avenir. Bon. Bah, merci beaucoup, Carolina, d'avoir été avec nous. Enfin, ça me donne envie d'aller visiter le musée de Varsovie, en tout cas. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas été, à le faire. Les jeudis, c'est gratuit. Et pas que, et d'ailleurs, les 8 sites. N'oubliez pas qu'il y a 8 sites à visiter. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Et puis, donc, Merci beaucoup. vous dites donc à la prochaine séance dans 2 semaines. On continuera à réfléchir sur le patrimoine. Et merci, Carolina, encore une fois, pour votre présentation. J'espère vous retrouver dans le musée. Donc, bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous connais, Christiane? Oui, voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Il est là? Dobra, to dla obecności. Nie ma sprawy.